Ok, bon bah c'est parti. On va mettre les deux pieds dans le plat avec une question très simple. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, bon, donc Julien, je suis Rachel Delacour, je suis la présidente et la cofondatrice de Sweep. Voilà, moi je suis dans le monde du SaaS, du Software as a Service depuis plus de 15 ans maintenant. J'avais une première entreprise qui s'appelait BIM Analytics où je faisais déjà beaucoup d'analyses de données en ligne, en mode cloud distribué. Et puis en fait, voilà, j'ai rapatrié, on va dire, à la fois mes premières équipes et ma technologie en fait sur le sujet du changement climatique, donc vers Sweep. Et Sweep permet via une plateforme logicielle de, de gérer les données carbone, ESG, à un seul et même endroit pour permettre en fait leur analyse, le pilotage de ces données pour les entreprises, qu'elles soient petites mais surtout très grandes. Voilà, on a vu les choses en grand pour pouvoir commencer petit sur Sweep, mais pour pouvoir surtout aller à la Passer à grande l'échelle. échelle des grandes Ouais. entreprises qui sont les grands agents du changement pour lutter contre le changement climatique et qui ont besoin absolument d'analyser leurs data pour prendre de meilleures décisions. Et Eh voilà, et oui. donc moi voilà, je vis entre Hossegor et Paris aujourd'hui. Et, voilà, Sweep, c'est une entreprise d'un peu plus de presque 110 personnes, 110, 120 personnes, un petit peu plus. Et voilà, on a un siège à Paris, un siège à Montpellier. Enfin, on a un siège à Montpellier, on a un bureau à Paris et un siège à Londres aussi. Voilà, et on est un petit peu dispatché dans le monde entier avec cette top équipe. Ok, on va prendre le temps d'en reparler un petit peu plus en détail. Mais j'aime bien commencer par mettre du contexte un peu large et après de resserrer le sujet, surtout qu'on parle d'un sujet qui est très très large. Donc ça va aussi nous amener à parler mieux de pourquoi Sweep existe et de à quoi ça Oui, sert et voilà. Alors justement pour poser ce contexte, on va commencer par parler uniquement du climat, puisque c'est quand même le cœur de son sujet, même si évidemment le climat s'inscrit dans quelque chose de plus large. Mais cet été, partout dans le monde, on l'a vu, on a eu des événements un peu dramatiques et des images un peu chocs qui ont circulé, qui sont directement liés aux effets qui nous tombent déjà dessus du changement climatique entre inondations, oui. feux de forêt, sécheresse, etc. Et puis on a des Grands annonces, extrêmes, oui. ouais, on a une annonce récemment aussi sur le fait que ça y est, c'est officiel, on est à plus 1,4 degré par rapport à l'ère pré-industrielle en moyenne, alors qu'on se souvient que les accords de Paris, on s'était fixé pour objectif de ne surtout pas dépasser 1,5 degré d'ici Ouais. 2040. Donc ça va beaucoup plus vite que ce qu'on s'était raconté. Comment toi est-ce que tu appréhendes cette urgence-là, ce degré d'urgence? Et pour tout de suite aussi parler des entreprises, quelle est la place en fait des entreprises dans ce vaste projet de décarbonation Oui. pour faire quoi? Alors, la manière dont j'appréhende, mais si tu veux, moi, tu vois, on est ce week-end, il faisait un peu plus de 30 degrés, là, chez moi, dans le sud-ouest, dans la dizaine d'octobre, là, à la date à laquelle on enregistre ce podcast. Bon, ça fait un peu peur, quoi. Tu vois, c'est pas normal du tout, absolument pas. Donc tu le vis au quotidien en tant enfin on le vit tous au quotidien en tant qu'individu. Ce qui se passe aujourd'hui, elle n'est absolument pas normale. Cette urgence, en tant qu'individu, on la vit tous. Ce que moi ce qui m'a motivé en tout cas pour pour tenter de faire ma part sur ce sujet du climat, c'est que à très court terme, on ne mourra pas brûlé dans notre jardin, mais à très court terme, nous, en tant que Français, qui vivons très bien sur une terre qui quand même va beaucoup mieux que beaucoup d'autres, le sujet des réfugiés climatiques, il est crucial. Et ça, on ne sait pas le gérer, pas du tout. Et dans nos démocraties, dans nos pays du Nord, industrialisés, riches, c'est évident qu'on va avoir, et ça se passe déjà, hein, de toute façon, là, on parle de quand même plus 350 millions de réfugiés climatiques. À partir du moment où tu reprends un tout petit peu l'histoire, même la plus récente, où on n'était pas capable d'absorber, d'accueillir les réfugiés syriens, qui n'étaient finalement qu'une poignée au regard de ce qui nous attend, que ça fait monter les populismes, que ça fait voter extrême droite, tout ça. Là, le court terme et la grande menace à court terme, elle est surtout là.
Elle est surtout d'abord et avant tout là. Donc avant de mourir dans notre jardin de combustion. Pas spontanée, mais presque. Donc c'est là en fait, c'est ce qui me fait moi me dire il faut absolument que cette planète soit viable parce qu'on ne sait pas, gérer en fait cet afflux de migrants. Et que moi évidemment, là j'emploie un grand terme, mais ce qui me fait très très peur, c'est la guerre civile. Moi, ce qui me fait peur pour mes enfants, c'est ça, tu vois. Parce que c'est ça, ce qui est à très très court terme la grande menace de ce grand sujet climatique. Au-delà du fait d'avoir du mal à se nourrir partout sur la planète. Voilà, c'est ça ce qui me motive, d'abord et avant tout. Ouais, donc tu fais bien de le rappeler, c'est qu'il y a des conséquences en fait géopolitiques, politiques, de sécurité qui sont à beaucoup plus court terme. Ouais. Que ce qu'on peut bien voir, même si on en fait fait. Pas les gérer. Et en fait, on sait. Oui, et on ne sait pas les gérer, c'est pas du tout prévu, ça a toujours été compliqué. On s'est déjà prouvé qu'on ne savait pas les gérer, ouais, exactement. Donc, et le rôle des entreprises dans ce projet, donc dans cet impératif en fait de réduire nos émissions, puisque c'est par là que tu as décidé de rentrer. J'imagine que c'est aussi parce que tu venais de là, mais comment tu les finis, ouais. Ouais, donc moi je dis souvent en fait j'ai toujours fait du B2B. Donc en fait, quand tu essaies d'aller vite pour répondre à un problème, tu essaies de capitaliser sur ce que tu connais. Donc ce B2B, voilà, moi c'était un terrain de jeu entre guillemets qui m'était beaucoup plus familier que me lancer sur du B2C. Et le B2C, je pense qu'il faut être encore plus talentueux qu'être un entrepreneur en B2B. C'est très très compliqué de créer une belle mécanique B2C à l'échelle. Et puis après, moi, il y a aussi ce qui me plaisait plus dans le B2B, c'est que si tu veux, les quelques points, les grands nœuds en fait de decision maker, les grands agents du changement sont concentrés en fait dans les mains des grandes sociétés. Si une grande société du jour au lendemain décide de mettre en rayon seulement des produits qui sont beaucoup plus planète friendly ou bas carbone, forcément ça va faire que les consommateurs vont consommer de manière plus vertueuse. Alors évidemment, il faut les deux. Moi ma bataille, c'est le B2B, c'est réussir à aider les entreprises qui, pour moi, vu l'urgence, vu le temps très 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 serré d'action qu'on a, c'est vrai qu'aller chercher les plus grands agents du changement, c'est ma bataille, quoi. C'est de se dire, eux vont pouvoir faire plus vite, plus grand, plus fort que les individus aujourd'hui. Alors bien sûr qu'on a besoin du fameux top-bottom, on a besoin des individus, des consommateurs, des citoyens pour s'organiser. N'empêche qu'il y a quand même, il le faut évidemment, mais moi je dis souvent aussi que je ne crois pas à l'orchestration, je ne crois pas à l'action collective de 8 milliards d'égos. Tu vois, je ne crois pas au fait qu'on réussisse urgemment à travailler conjointement avec ces 8 milliards d'égos, 8 milliards de vies différentes, d'urgences différentes. Je ne vois pas nous organiser suffisamment tôt en fait pour répondre aux problèmes. Alors que les entreprises ont beaucoup moins de personnes à convaincre pour orchestrer une action climat collective à l'échelle d'un groupe international qui vend du shampoing. Tout de suite ça permet de faire beaucoup plus de choses pour lutter contre contre le réchauffement climatique, le changement climatique, pour lutter contre l'effondrement de la biodiversité, s'il y a une décision qui est prise dans les produits qui sont utilisés à très grande échelle, par exemple. Ouais, ça bouge plus vite. Il faut utiliser ces grands agents du changement aujourd'hui. Tu vois, moi, il faut utiliser les grandes organisations qui sont déjà à l'échelle. Parce que c'est en étant déjà à l'échelle, quand tu n'as pas à construire le fait d'être à l'échelle, quand tu utilises le fait qu'une organisation est déjà à l'échelle, c'est un effet de levier le plus efficace, en fait, le plus actionnable dans un temps court. Et là, je te parle des entreprises, je te parle des grandes organisations financières qui ont la capacité d'ouvrir ou non les robinets du financement. Donc en fait, je pense que l'action, elle est d'abord et avant tout là, quoi. Et donc ouvrir les yeux à cela,
d'abord et avant tout. Donc ça, en tout cas, c'est ce qu'on essaie, nous, de faire. Et c'est notre part à nous. Et après, bien sûr qu'il y a tout un tas d'entrepreneurs, d'organisations qui essaient d'huiler, justement, de huiler, pardon, l'action des citoyens. Et c'est tant mieux, il faut que ça vienne de partout. Mais moi, je crois plutôt au B2B aujourd'hui, tu vois, en l'action des entreprises, des grands agents du changement. Ça peut aller beaucoup plus vite. Il y a déjà une échelle qui est en place. Évidemment, il y a aussi ses limites. Il y a déjà des organisations à l'échelle, tu vois. Ouais. Et on pourra reparler, évidemment, il y a aussi des limites liées à la structure même de certaines entreprises qui font qu'on est coincé aussi dans une certaine logique. Mais toi, donc, tu bosses beaucoup avec beaucoup de boîtes en France et ailleurs. On en est où de cette transition écologique au sens large, ne serait-ce que climatique, on va dire, sur les émissions, et surtout, quelle est ta perception du niveau de maturité des entreprises sur la compréhension des enjeux de la transition? Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça va de plus en plus vite. La prise de conscience va de plus en plus vite. Aussi parce que tu as l'agent du changement, le grand agent du changement ultime, qui est le régulateur européen, ou le grand régulateur en fait des pays, des organisations qui sont au-dessus des entreprises. Donc en fait, tu as par exemple là ce qu'on appelle aujourd'hui dans la réglementation européenne le sujet de la CSRD, qui est en fait une réglementation qui impose à 50 000, là urgemment à 50 000 entreprises en Europe de reporter, en fait, de discloser, de reporter et d'ouvrir leurs livres sur les sujets ESG, sur les sujets carbone. Je le fais très très simple, hein, et montrer qu'elles sont sur une trajectoire de réduction de leurs émissions et montrer qu'elles ont un plan pour ça, d'accord ? Tu as aussi le financement qui est de plus en plus rattaché aux performances ESG et de transition low carbone des entreprises. Ça, c'est énorme en soi. Ça veut dire qu'il y a une compréhension aujourd'hui au sein des entreprises de « Ok, quid de mon futur financement, quid du couperet réglementaire et réputationnel, mais d'abord et avant tout réglementaire, qui va se passer dans l'entreprise. Comment est-ce que je fais pour être encore là, pour durer dans les 10 prochaines années qui viennent, si je ne prends pas ce virage de la transition bas carbone, grosso modo, c'est compliqué de faire des plans sur la comète pour continuer d'aller chercher de nouveaux clients, garder ses clients actuels, parce que les entreprises ne seront pas dites compliant en fait avec ce qui leur est demandé. Donc il y a une accélération aussi de par le cadre réglementaire. Donc ça c'est chouette. Pour moi ça c'est le changement, c'est l'agent du changement ultime quoi, hein, que de demander ça aux entreprises vu le pas de temps et l'urgence qu'on a pour agir. Ces entreprises là. Ce qui est hyper intéressant, c'est que, tu vois, nous, l'entreprise, c'est une jeune entreprise. Sweep n'a que 3 ans. Après, bon, nous, on se connaît tous depuis 15 ans, donc tout va beaucoup plus vite aussi. C'est aussi pour ça qu'on a levé 100 millions, etc. Parce qu'on arrive avec une idée bien faite, on va dire, et une exécution, qui a montré tout ça. Ce qu'on a été capable de produire pour les clients, pour de grandes entreprises. Donc, en 3 ans, moi j'ai vu beaucoup de choses évoluer au sein des entreprises et c'est pareil, je reste hyper optimiste parce que ça met un peu de temps à s'organiser, mais là depuis 12 mois, je vois en fait une vraie compréhension de ok, si on veut bouger, c'est un projet de data. Les entreprises comprennent que ce n'est plus que du fait du Chief Sustainability Officer ou de la RSE que de s'emparer de ce projet de transformation bas carbone. C'est un vrai projet de transformation. Et là, le CEO le comprend, le CFO le comprend, confère ce que je viens de te dire auparavant avec les sujets de financement qui sont maintenant liés à la démonstration de ta transformation bas carbone. D'accord ? Tu as le Chief Procurement Officer qui a besoin d'être le directeur des achats, qui a besoin d'être sensibilisé, mobilisé parce que la transition bas carbone, elle ne se fait pas qu'à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi sur toute sa chaîne de valeur. Donc, quid de la chaîne d'approvisionnement, quid de ce que l'on fait avec les tiers de l'écosystème de l'entreprise. Tu as évidemment tout ce qui va être CTO, Chief Data Officer, parce que pour y voir clair, pour ouvrir les livres, pour être auditable sur
les sujets de transformation bas carbone, ce n'est rien d'autre que d'ouvrir les livres de ce qu'il y a dans tes systèmes d'information, regarder comment est-ce que tu as transformé tout ça en carbone, quid de toutes tes policies ESG, quid de la manière dont tu vas monitorer, piloter ta trajectoire de réduction, le faire à une fréquence hyper rapide, parce que c'est fini ça de faire une photographie une fois par an. Tu ne peux pas piloter en fait une trajectoire de réduction si tu regardes ça une fois par an, tu vois. Donc en fait, moi j'ai vu une gouvernance s'organiser dans les entreprises de plus en plus. En tout cas, les entreprises qui vont être celles qui vont remporter la bataille compétitive sur leur marché respectif de demain, c'est celles qui ont déjà une gouvernance en place, transversale, pour prendre en compte, si tu veux, pour embrasser vraiment ce sujet de la transformation bas carbone, et qui sont déjà en train de délivrer, déjà en train de s'adapter, changer leur business model, etc. C'était pas juste du fait du Chief Sustainability Officer ou de la sustainability du département sustainability, quoi. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que il faut vraiment que toutes les parties de l'entreprise s'y attachent. Ouais, c'est marrant, c'est un peu ce qu'on avait vu. On peut faire le parallèle avec ce qu'on avait vu sur le numérique, qui était mon métier d'avant, mais en fait, exactement. Où c'était traité comme un sujet sur le côté avant que ça devienne complètement central, parce qu'on voit que ça impacte absolument toute la manière. Exactement. Et tu sais, Julien, exactement. Et tu vois, j'ai la chance, je pense, pouvoir le dire, d'avoir... ça fait 15 ans que je suis dans ces sujets de start-up, tech, etc. Et quand moi, j'ai porté avec ma première entreprise la business intelligence en mode cloud, en mode complètement distribué. On a essuyé beaucoup de plâtre aussi. On a fait partie je crois qu'on a même démarré avant que C2 d'Amazon, enfin d'AWS, soit disponible en Europe. Donc tu vois, ça date. Ça me rajoute quelques années au compteur, cette histoire. Mais moi, j'ai vu il y a 15 ans ce sujet de la transformation digitale dans les entreprises, avec énormément j'ai vu la gouvernance s'organiser, j'ai vu les premiers no-go des entreprises qui nous disaient mais non, mais jamais on mettra nos données dans le cloud, n'importe quoi. Alors qu'aux États-Unis, je voyais que ça prenait comme une traînée de poudre, quoi, tu vois. Et donc, ces mêmes personnes en Europe, en France, qui nous disaient non, mais on va faire ça en interne, de toute façon, on va rester on-premise, c'est n'importe quoi, la sécurité, vous vous rendez compte. Et puis, voilà, puis on voit que celles qui n'ont pas... on voit que les grands retailers qui n'ont pas eu de stratégie digitale, voilà, il y en a beaucoup qui sont plus là aujourd'hui. Donc, tu vois, et c'est venu avec la transformation digitale, elle est venue avec une organisation de gouvernance, elle est venue avec une compréhension de compétitivité. On ne sera plus dans moins de 10 ans si on ne prend pas ce virage. Et là, aujourd'hui, je le vois. Et je le vois surtout depuis fin 2022-2023, où les entreprises comprennent qu'il y a un vrai sujet de survie de plus en plus. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que la réglementation est en fait une force, est en fait une opportunité de transition. Ça paraît compliqué, ces sujets de corporate sustainability, CSRD, reporting disclosure, mais c'est fantastique en fait. C'est une vraie. Déjà, il y a plus le choix. Le coup a été tiré. Donc les gens qui nous disent encore non, mais on risque de passer encore entre les mailles. Non, vraiment non. Ok, et on va passer pas mal de temps à parler de ce que fait Sweep et de tech, mais je voudrais poursuivre un peu sur cette analyse qui me paraît intéressante à développer un petit peu plus, sur le fait qu'il ne s'agit pas que de tech en fait. Je lisais une étude récente qui disait à peu près 85% des trajectoires net zéro déclarées sont irréalistes, et comptant souvent en fait comme sur une espèce de miracle technologique qui arriverait ces prochaines années et qui touche pas réellement en fait le modèle économique des entreprises. Quel est d'après toi en fait ce rôle de la technologie, de l'innovation systémique par rapport au rôle de changement de production d'usage dont tu as aussi un petit peu parlé, tu as évoqué les business models, le fait d'aller en profondeur, mais comme par exemple justement l'évolution des modèles serviciels ou l'évolution du matériel qu'on pourrait mutualiser, ou plus de frugalité, voire des modèles décroissantistes, si tant est que ça existe, sur au moins sur l'ensemble des entrants matériels, énergétiques, etc. Moi, le rôle de la technologie, alors en tout cas sur mon sujet très logiciel, c'est que tout le monde a énormément de bonne volonté sur le sujet. On l'a vu en 2020-2021, toutes les
les claims, en fait, toutes les discours de bonnes intentions, toutes les tribunes qu'il y a eu dans Le Monde et ailleurs, dans tout un tas de newspapers, de grands capitaines d'industrie qui disaient que ça y est, ils y allaient là, vers une trajectoire low carbone. Tu parles aujourd'hui à des journalistes du Monde, ils te disent on veut plus aucune tribune, parce qu'en fait, ça n'a jamais été suivi forcément d'effet. Jamais plus on donnera une tribune pour ce genre de discours. Voilà, maintenant il faut les actes. Donc, en tout cas, le logiciel, et quand tu prends en compte que les sujets carbone, ce n'est rien d'autre, en tout cas avec mon prisme à moi, ce n'est rien d'autre qu'un problème de data et un problème de réseau, c'est mon rôle que de masquer la complexité, d'aller chercher d'aller chercher ce carbone le plus précisément possible, donc à l'échelle la plus granulaire possible, à la plus grande échelle possible, pour que l'entreprise comprenne tout le temps, régulièrement, où elle en est de son footprint, dans son organisation. Si tu veux, c'est la technologie, elle permet aujourd'hui d'y voir clair. Et elle permet de connecter la bonne solution, parce que les solutions, elles existent. Toutes les solutions existent. On a déjà tout ce qu'il faut. Tu regardes, moi d'ailleurs, j'ai percuté sur mon sujet aussi quand j'ai lu un des rapports du GIEC où en fait, c'était ça le pire, c'était de se dire mais c'est pas possible, toutes les solutions existent, mais il y a un truc qui fait qu'on ne les connecte pas entre elles. Parce que tu reviens à 8 milliards d'égos qui, voilà, chacun regarde un petit peu midi à sa porte là. Donc, comment la technologie en fait va moi, mon rôle, c'est de donner des espèces de super lunettes aux entreprises analytiques pour qu'elles comprennent où est-ce qu'elles pêchent en particulier dans leur organisation, où est-ce qu'elles peuvent agir le plus vite possible, à l'échelle géographique d'une supply chain par exemple, qu'est-ce qui va le plus émettre ou pas, où est-ce qu'on corrige le tir, et quand on décide de corriger le tir, est-ce que c'est sur une chaîne de production, est-ce que c'est sur les serveurs qu'on va utiliser, est-ce que c'est sur l'organisation des différents bureaux avec un mix énergétique qui ne correspond pas. Donc il y a tout un tas d'éclairages à faire sur tous les flux entrants et sortants de l'entreprise. Mais si ça, c'est pas fait à l'échelle granulaire, tu ne peux pas connecter la solution à la bienveillance de l'entreprise qui a envie d'agir. Donc, et ça, c'est vertigineusement compliqué. C'est encore plus compliqué que la première entreprise qu'on avait, où en fait, on faisait de l'analytique. Voilà. Donc, la technologie, elle est là pour permettre en real time, si tu veux, d'y voir clair. Aussi simple que ça. Tu sais, j'ai un de mes experts carbone dans l'entreprise qui prend souvent cette image-là quand on parle à de grands clients, on va dire, qui dit c'est comme si on te demande de faire un régime sur un an et qu'en fait on te donne une balance qu'une fois par an. Est-ce que tu es vraiment sûr de réussir ton régime si t'es pas capable de savoir où tu en es de ta perte de poids? Bah non. Donc, sauf alors, à moins de te donner la balance exacte tous les jours si tu es très motivé. Voilà. Oui, ou c'est une autre manière aussi de poser le problème, c'est que c'est compliqué de trouver des solutions à un problème si le problème est mal posé, en fait. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas un diagnostic clair... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Et en fait, moi, je reste optimiste et je pense que mes équipes aussi, c'est parce que... En fait, les solutions, elles sont là, quoi. Les solutions, elles sont là. Tu as de nouveaux entrepreneurs, tu as toute une génération d'entrepreneurs, même plus anciens aussi. Hein. Puis on a nos agriculteurs aussi, par exemple, qui font aussi beaucoup de choses bien pour les puits naturels, les puits de carbone. Tu vois, il y a tout un tas, il y a plein d'écosystèmes en fait à interconnecter, pourvu que tu les connectes aux bons endroits, au bon moment, dans les bonnes masses, et que tout le monde y voit clair, quoi. Alors j'imagine aussi que ça va. Il faut accepter d'ouvrir les livres. J'imagine effectivement que la première étape, et c'est ce sur quoi tu travailles, ça va être d'avoir une clarté sur le point de départ, une clarté sur comment on va évoluer. Donc il y a peut-être une capacité pour chaque entreprise d'avoir ce diagnostic en fait et de savoir d'où on part et où est-ce qu'on va pouvoir faire les plus grosses économies. Et après, j'imagine qu'il y a des discussions, mais là ça sort un petit peu de ton cadre, qui vont être sur la difficulté. Tu parles de solutions qu'il va y avoir. J'imagine que selon les entreprises, il y a des solutions qui vont être plus ou moins faciles à aller chercher pour décarboner, parce que parfois ça va impliquer de changer fondamentalement le modèle d'affaires, de changer complètement la manière de concevoir un produit, etc. Mais au moins, voilà, toi, donc c'est clair, c'est aussi pour ça que tu es sur la donnée, la data. Je vais parler du secteur, en fait, de ce qu'on appelle le carbon management, avec des acteurs historiques qui existent depuis quelques années, comme Intelex, Sphera, etc. Et on a vu donc de nombreux, ce qu'on va appeler
pure player du carbone émergé ces 3 dernières années avec une approche un peu nouvelle. Est-ce que tu peux me parler de ce marché-là et de la vision particulière de Sweep, qui peut être différente de celle des autres, voilà, et de pourquoi vous l'avez choisi? Ouais. Alors écoute, c'est super quoi déjà, tu vois qu'il y a tout un tas d'acteurs qui essaient de définir une nouvelle catégorie de marché, c'est génial. En plus on sait où va le marché, donc que le meilleur gagne quoi, hein, évidemment. Oui. C'est chouette de voir que la technologie en fait s'organise. Donc tu as des acteurs qui vont plutôt adresser les TPE, tu as des acteurs qui vont être plutôt sur de la PME, presque TI, tu as des acteurs qui vont vraiment être sur un enterprise grade. Ça maille, tu vois, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça maille et que je pense que dans le temps, on va tous se parler. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on sera suffisamment intelligent pour tous se parler et mailler en fait c'est peut-être un peu idéaliste, mais je pense qu'on réussira à aller vers ça. Tu vois, mailler, à cartographier en fait, cartographier ce qui se passe auprès de toutes les entreprises du monde, en gros, pour y voir d'autant plus clair. C'est aussi un marché, là on l'a vu, hein, il y a déjà beaucoup de consolidations qui sont en train de se passer, où des plus petits acteurs sont rachetés par de plus gros acteurs. Bon, écoute, ça veut dire qu'il y a une appétence, ça veut dire qu'il y a des sociétés qui consomment, et qu'il y a des entreprises qui consomment, qui s'équipent, encore un message positif, quoi. Et quand tu vois aussi, in fine, les Salesforce qui sont sur le sujet, quand tu vois les Microsoft, même les SAP qui s'y mettent, les acteurs historiques, Sfera, bien sûr, mais ça, c'est surtout quand tu vois des incumbents, on va dire, des gens du software très installés qui vont sur ce sujet de la transition bas carbone et du carbone ESG. Bon, c'est plutôt très bon signe aussi, quoi. Après, le sujet est tellement global, le sujet est tellement, vertigineusement compliqué que, tu vois, moi, je me fais vraiment aucun souci pour Sweep, pour l'avenir de Sweep. C'est un gros Déjà, on marché, quoi. travaille comme des fous. On travaille comme des fous. Mais t'imagines le nombre d'entreprises qu'il y a Ouais. à servir, si on les sert suffisamment bien, si on injecte la bonne intelligence artificielle pour aller encore plus vite, pour encore plus faciliter la gestion, en fait, des données carbone et ESG. Je veux dire, moi, j'ai pas du tout de sujet à être un pure player récent, on va dire, Ok. même pour jouer contre. Tu vois, Il y a il y a un différentes rapport à la approches. concurrence qui est quand même très différent de ma première entreprise. Il y a des approches fondamentalement différentes, ou alors tout le monde est un peu sur les mêmes sujets et ça va être la capacité à déployer. Non, il y a des approches différentes, tu vois, surtout d'un point de vue géographique. On a vu beaucoup de, comment dire, il y a un héritage culturel lié au carbone qui est beaucoup plus, qui fait que les entreprises européennes sont beaucoup plus exigeantes dans le pilotage de leur data et de leur trajectoire. Qui demandent beaucoup plus de précision. Tu as des entreprises qui n'ont pas du tout attendu que le marché du soft low carbone se développe, qui était déjà qui avait déjà des coupures réglementaires en fait sur la tête et qui était déjà très organisé en interne, surtout sur ce qu'on va appeler un scope 1, scope 2. Mais quand il a fallu aller plus loin sur les sujets du scope 3, là tu dois sortir de tes systèmes d'information et c'est là où une plateforme comme Sweep permet d'avoir un scope 1, scope 2, scope 3 très granulaire, très précis, à l'échelle de ta responsabilité en tant qu'entreprise, à l'échelle de ta responsabilité partagée hein, avec ta supply chain, etc. Ceci à un seul et même endroit. Donc c'est là où, en fait, nous, voilà, tu as des acteurs européens, américains qui vont voir les choses de manière différente sur la granularité, sur la précision, qui vont travailler avec beaucoup plus d'estimatifs. C'est vrai que les acteurs américains travaillent beaucoup plus avec ce qu'on va appeler des facteurs d'émission très estimatifs parce que les entreprises ne leur demandent pas plus aujourd'hui. Donc c'est pareil, c'est la réglementation qui demandera plus de précision, qui permettra d'affiner le jeu et de faire grandir surtout l'ambition parce que aujourd'hui faire une trajectoire de réduction sur un budget estimatif, voilà, tu demandes ça à n'importe quel financier aujourd'hui, il te rit au nez, quoi. Voilà, tu vois. Donc, partir d'Europe, ça permet déjà de préciser les choses, et c'est bien, parce que qui peut le plus, peut le moins. Et après, nous, c'est vrai qu'en arrivant de la business intelligence, de l'informatique décisionnelle, de l'analyse de données pour prendre de meilleures décisions, donc la grande data plateforme qui s'interconnecte avec
Tu vois, quand tu arrives chez un grand compte et qu'il y a 50 versions, enfin 50 j'exagère, mais une grosse vingtaine de versions d'SAP, bon bah voilà, c'est très compliqué. Après nous, typiquement, on a le mérite de pas être surpris. Tu vois. Donc en fait, ce que l'on a réussi à créer, ces barrières technologiques-là à l'entrée qui sont très complexes, même pour même à gérer pour une entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Ça, ce que Sweep leur permet de faire, c'est vraiment quelque chose de très différenciant sur le marché. Et c'est ce qui fait qu'en moins de 3 ans, on a été capable de travailler avec Bouygues, avec Sanofi, avec la Banque de France sur les sujets de sécurité. Tu vois, c'est ce qui a permis tout ça. Donc on est vu comme ces gens très granulaires, précis, qui du coup permettent d'approcher la CSRD et le couperet réglementaire et réputationnel et le pilotage dans le temps de manière beaucoup plus efficace. On va revenir un petit peu à Sweep, mais il y a une question qui me vient, parce qu'on a lâché le terme. Qu'est-ce que tu penses du terme net zéro et de cette ambition qui est affichée partout, qui, moi, me paraît de plus en plus, en fait, étrange? Ouais. Net zéro, si tu veux, comment dire, tu as une espèce de première phase d'utilisation de ces vocabulaires, parce que c'est pas le seul. Bon, ça a le mérite de faire parler, ça fait couler un peu d'encre, et tant mieux, parce que voilà, ça interpelle, quoi. Et puis en fait, quand tu vois les choses évoluer, qui évoluent très vite sur ces sujets, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup, comment dire, qui me pose souci aujourd'hui, c'est que quand tu veux atteindre net zéro, enfin tu vois, quand tu es sur une trajectoire où tu te dis non, il faut absolument que je sois net zéro, ça veut dire que tu dois le plus rapidement possible, absorber autant que tu as le reliquat de ce que tu n'as pas réussi à réduire dans le temps, d'accord? Donc tu réduis, ça c'est très important. Et puis ce qui te reste, voilà, dans l'année, il faut au moins que tu l'absorbes entre guillemets. Le problème de ça, c'est que cette course au net zéro, ça empêche l'innovation qui coûte cher aujourd'hui de trouver des clients, de trouver preneurs. Pourquoi? Parce que le sujet du trait tonne CO2 que j'aimais, que j'ai réussi à réduire, mais ce reliquat-là, cette année, je dois acheter tant. Vu qu'il n'y a pas encore un prix du carbone dans les entreprises très clair, ben ça va être au plus offrant, quoi. Donc ça va être, non mais en fait, il nous reste, je dis n'importe quoi, mais on a 20 tonnes cette année qu'il faut aller compenser. On va aller acheter 20 tonnes d'un projet qu'on connaît pas forcément beaucoup, et puis voilà, ça nous coûte pas très cher. Alors que s'il y avait un prix du carbone interne qui disait bon ben voilà, ces 20 tonnes là, si on se dit que ça vaut je dis n'importe quoi aussi, tu vois, mais si tu prends en fait les prix du carbone en fonction des pays, mais allez, imaginons que ça coûte 10 000 euros. Est-ce que ces 10 000 là, est-ce que ces 10 000 euros là, on préfère absolument offsetter, compenser le plus de tonnes possible à pas cher, ou est-ce qu'on se dit, on ne sera pas net zéro, parce qu'on va aller acheter finalement qu'une seule tonne à 10 000 euros, mais on va financer l'innovation de demain. Alors ouais, on n'est pas net zéro, mais notre entreprise a préféré financer l'innovation qui coûte cher aujourd'hui. Et tu vois, j'espère être relativement assez clair, mais c'est le sujet qu'on a aujourd'hui avec la course au net zéro, où en fait c'est la course à la quantité qu'on essaie d'acheter au prix le plus bas possible, parce qu'il n'y a pas de règles encore dans les entreprises sur le vrai prix du carbone. Et donc voilà, on essaie de faire des plus et des moins qui arrivent à zéro, mais on ne finance pas forcément l'innovation. Alors, et après, il y a des entreprises aussi qui nous disent non, mais finalement, nous, le net zéro, on veut même plus du tout. On réduit, et en fait, tous nos investissements, ce qu'on aurait dû acheter, par exemple pour 10 000, on le remet dans la mitigation, en fait, dans l'adaptation, dans le fait de réduire nos émissions. Et en fait, c'est pareil, tout doit être fait en parallèle. Il faut aussi aller aider les projets qui sont bons pour le climat aujourd'hui, c'est-à-dire les projets qui vont... le projet des haies, par exemple, qu'on peut replanter, le projet des direct air capture qu'il faut aller financer, tu vois. Il faut en parler de tout ça, Oui. parce que c'est facile de lire des articles qui disent comment faire, mais il faut vraiment se poser des questions sur ce que son entreprise veut faire. C'est quoi l'identité de l'entreprise aujourd'hui sur les sujets net zéro, Oui, et faire aussi, intervenir les salariés, quoi, aussi, tu vois. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet de la boîte, quoi? c'est intéressant que tu parles de ça parce que tu touches aussi les limites de la donnée et de la mesure. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui
peuvent être Toujours. en fait Tout revient évidentes. à ça tout le temps. Il y a des choses qui peuvent être évidentes à faire, pour lesquelles on n'a pas besoin, qui sont presque du bon sens, même si le bon sens c'est quelque chose qui peut être très variable selon les individus, mais la définition en tout Ouais. cas. Mais tu parles de planter des haies, il y a des choses dont on sait qu'elles vont dans le bon sens, mais qui sont difficilement mesurables, et donc on ne va pas compter parce qu'on ne peut pas mettre un métrique dessus, parce qu'il n'y a pas de marché dessus, etc. Et donc ça peut aussi... Voilà. Et ouais. tu vois, et, ouais. Non, dis-moi. Non, mais exactement. C'est pareil, c'est pareil. Il y a plein de choses qui sont. Tu as des projets qui sont liés à de la séquestration carbone, etc., qui vont peut-être compenser, te permettre de compenser moins en tant qu'entreprise, mais qui vont être tellement bons socialement, tu vois, Hmm. qui vont tellement être bons pour la communauté locale qui va s'emparer du projet, que, tu vois, qu'est-ce que tu préfères faire, en fait? Est-ce que ce même argent, cette même quantité d'argent, peut-être que tu seras pas net zéro, mais peut-être qu'en fait, elle aura tellement de co-bénéfices que bah, toute ta boîte sera hyper fière en fait de ces avancées-là. Versus voilà, payer plein de tonnes, être net zéro, mais Ouais, voilà, c'est pas limite des à très bas modélisations. Ouais. prix, sur des projets qui vont peut-être être un petit peu moins qualitatifs. C'est quoi le projet de la boîte en fait sur ce sujet de contribution? Nous on appelle ça de la contribution, tu vois, versus Ok. la compensation. Non, c'est intéressant aussi que vous avez dans ces conversations. Et ça, bah, je vais évoquer la COP 15 sur la biodiversité là, qui a eu lieu au Canada l'été dernier. Ouais. Euh, donc, qui est un sujet annexe au climat, parce qu'il n'y a pas que les COP climat, il y a aussi les COP sur d'autres sujets. Et donc le monde professionnel a commencé à prendre conscience un peu que le changement climatique n'était qu'un des symptômes en fait d'un problème plus profond, et on parle des limites planétaires, des limites planétaires notamment, et que donc il y a d'autres limites qui sont en train d'être dépassées, d'autres, sachant que c'est aussi une modélisation et que c'est imparfait, mais on est en train de déstabiliser l'ensemble du système, et avec partout des menaces existentielles pour l'ensemble du vivant, et donc pour l'humanité. Et donc, pour les opérations des entreprises. Puisque quelque part, s'il n'y a plus de vivants et plus d'humanité, les entreprises, on s'en fout un peu. Mais malgré tout, on continue de se concentrer énormément sur la décarbonation, alors que donc ce n'est qu'un des sujets. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cet état de fait? Pourquoi en fait on est à ce point sur le sujet décarbonation? Et est-ce que tu vois le sujet climat comme une sorte de cheval de Troie pour parler des autres sujets, pour élargir, ou paradoxalement justement comme une excuse peut-être pour ne rien faire sur les autres sujets? Oui, le sujet climat, en fait, ce qui est top pour les autres sujets, type, donc déjà tout est imbriqué, on est d'accord, mais si tu veux, le cadre d'analyse lié au carbone, tu vois, les sujets de, je sais pas si tu es familier avec ça, mais le sujet de la compréhension de ce qu'est une simple matérialité ou une double matérialité, tu vois, savoir si qu'est-ce qui, quels sont les impacts en fait du changement climatique par exemple sur ton entreprise, mais le sujet de la double matérialité c'est et mon coco, quels sont aussi les impacts de ton entreprise sur le changement climatique par rapport au climat, si tu veux, par rapport à ce bien commun qu'est la stabilité climatique. Ça c'est, tu vois, les États-Unis c'est simple matérialité, l'Europe c'est double matérialité, tu vois, beaucoup plus grand garçon, j'ai envie de dire, tu vois, en termes de responsabilité. Ces cadres-là, le fait qu'on ait organisé la compréhension du problème par les entreprises, qu'on ait créé en fait des groupes de travail sur comment est-ce qu'on analyse le sujet. Ce qui est génial, c'est qu'en fait aujourd'hui, tu peux reprendre ces cadres-là, ces frameworks-là, et que tu peux les appliquer à la biodiversité aussi. Donc en fait, ça va plus vite pour comprendre un sujet dit extra-financier, aussi parce que le cadre d'analyse du carbone peut aujourd'hui complètement s'exporter, s'appliquer, si tu veux, à ce sujet de la biodiversité. Et tant mieux. Donc tout le travail qui a été fait sur le carbone, qui a pris du temps, peut aller beaucoup plus vite. Enfin ça, c'est mon prisme. Hein. Bien sûr, les sujets sont encore un tout petit peu différents, mais la manière dont on a organisé le fait de s'attaquer en fait au problème, ça c'est ça va plus vite. Tu vois, le sujet de la biodiversité, c'est pareil. Ça va être en fait une compréhension de... Moi, en tout cas, je peux intégrer aujourd'hui les sujets de biodiversité dans Sweep pour que l'entreprise pilote et comprenne son écosystème et son impact sur la biodiversité. Parce que c'est pareil, la biodiversité, c'est un sujet de data.
c'est un sujet de data. Aujourd'hui, la manière dont tu peux comprendre ton impact en fonction des mètres carrés, par exemple, de parking que tu peux avoir, en fonction du type de produit que tu vas utiliser, comment dire, la géographie de tes usines par rapport à différents points d'eau. En fait, tout ça, c'est pareil, c'est de la donnée. D'accord ? Et c'est de la donnée qui continue de s'enrichir au regard de la réglementation qui continue de s'affiner. Pareil, problème de collecte de données à l'échelle la plus étendue et partagée de l'entreprise. Et si tu n'as pas une plateforme logicielle qui vient gérer cet extra-financier dans la grande responsabilité à l'échelle de la responsabilité des entreprises, et ben en fait, tu ne peux pas faire grand-chose, ni sur le carbone, ni sur la biodive, ni sur les autres sujets extra-financiers que sont le reste de l'ESG, des déchets, de l'eau, du S et du G, du social et governance. Donc, tout ça, si tu veux, y a l'espèce d'huile qui permet l'action collective sur ces sujets extra-fi. Si c'est pas organisé avec un système technologique, avec une stratégie technologique logicielle, c'est hyper compliqué. Comment tu veux aujourd'hui faire ça avec des fichiers Excel ou avec des rapports papier, quoi. Tu vois, on en revient là. On en revient à l'importance de mesurer. Il faut prendre de meilleures décisions, donc il faut y voir clair. Et c'est vrai que les sujets de biodive, nous, ça fait complètement partie de ce qui est en train de rentrer dans la plateforme aujourd'hui. Parce que l'entreprise doit aujourd'hui être en capacité d'organiser toute sa compréhension de l'extra-financier, de la même manière qu'elle a organisé pendant plus de 30 ans le financier. Aujourd'hui, quand tu vas... Le financier a été harmonisé par la réglementation, par des normes, tu vois, il y a forcément des mots comme IFRS, etc. qui te parlent. Le financier qui a été organisé pendant 30 ans avec des jobs à l'intérieur de l'entreprise, des auditeurs internes, des contrôleurs de gestion, avec des stacks technologiques, SAP, tous les ERP, etc. Tout ce qui a été organisé pour aller jusqu'au reporting, les auditeurs qui émettent des réserves en fonction de ci, en fonction de ça, et ben aujourd'hui, ça doit être organisé de la même manière sur l'extra-financier. Là où le bas blesse, si tu veux, c'est qu'on demande ça aux entreprises en un minimum de temps, alors que ça a pris plusieurs décades pour le financier. Dans quel cas est-ce que tu vois des clashs entre l'extra-financier et le financier ? Puisque tu vas aussi avoir des personnes qui vont te dire que certes, il y a la réglementation, mais cette réglementation est forcément imparfaite parce qu'on ne peut pas modéliser la complexité de ce qui est en train de se passer parfaitement. Et donc, il y a des trous dans la raquette, inévitablement. Ce qui veut dire que parfois, on va se retrouver, j'imagine, confronté à des choix par rapport à des indicateurs extra-financiers qui viennent à l'encontre du financier. Et est-ce qu'il n'y a pas une manière de faire rentrer l'extra-financier dans le financier pour qu'il soit davantage pris en compte ? Est-ce que c'est forcément mettre un prix sur tout ? Voilà, comment ces problématiques se posent ? Alors écoute, déjà en fonction de la taille de l'entreprise, il y a certaines discussions qui ne sont plus conflictuelles. Okay. Parce que de toute façon, il y a un alignement à avoir maintenant pour une stratégie de décarbonation. Donc maintenant, en fait, ce qui est hyper pareil, je reste optimiste, ce qui est très intéressant, c'est de voir que certaines discussions d'achat de matériaux, en fait, pour des contrats, tu vois, sur 10 ans, etc., sont, comment dire, tu vois le Chief Procurement Officer venir demander au Chief Financial, enfin au financier, ok, j'ai besoin d'acheter plus cher parce que c'est low carbone. Le financier qui dit non, je suis pas d'accord, tu achètes moins cher. Ok, très bien, allons avoir cette conversation dans le bureau du CEO. Ça, tu vois, ça c'est ce que l'on voit aujourd'hui de plus en plus arriver à l'échelle des grandes entreprises. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a un arbitrage dans cette gouvernance-là, et il y a un arbitrage sur les sujets. Je dois acheter plus cher, mais c'est low carbone, donc je vais gagner des marchés dans le futur parce que j'aurai été capable de prouver à mon futur contractant que je suis propre sur ce sujet versus mes compétiteurs actuels qui certes auront peut-être organisé de meilleures marges à un instant T, là maintenant, mais qui dans le futur ne vont pas être en capacité de répondre à des appels d'offres sur les sujets low carbone. Tu vois, il y a tout ça à prendre en compte. C'est une vraie mécanique de stratégie d'entreprise, de compréhension des enjeux sur toute cette gouvernance-là, tu vois. Et donc, oui, aujourd'hui, tu as des compromis à faire.
La vérité est est dans la discussion en fait dans la discussion de cette gouvernance là qui va se dire dans quoi on veut investir en fait. Donc oui, c'est sûr que ça coûte. Regarde nos adolescents qui aujourd'hui, voilà, ça coûte vraiment vraiment beaucoup moins cher que d'acheter sur Shein un t-shirt versus aller l'acheter localement, voilà. De quel monde on a envie en fait, tu Oui. vois, c'est là où les entreprises en fait je crois au pouvoir des entreprises pour aller plus vite parce que elles sont à l'échelle. Oui, puis c'est là que tu as des dimensions donc légales et puis des dimensions éthiques dans un second temps. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. C'est Ouais. pour ça, plus il y a de réglementaires, plus il y a d'éthique, plus il y a d'ouvrir les livres. En fait, c'est à la in fine, c'est quelle est ta capacité à ouvrir open the books, quoi, à ouvrir tes livres. Et de la même Puis être manière transparent. qu'un Ouais. financier a très 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 peur d'avoir une réserve dans un rapport d'audit, ben voilà, d'avoir une réserve dans un rapport d'audit Mm. extra-fee, je peux te dire que ça va faire très très mal dans le temps. Ouais. Très très mal. Parce que c'est ta top line c'est ton revenu qui va être impacté en tant Mm. qu'entreprise. Et on est encore dans un monde ultra capitaliste qui n'a pas encore compris que ça devait vraiment changer. Donc, la pénalité, elle vient pas de l'amende en soi. La pénalité, elle vient du couperet réputationnel et elle vient du couperet de chiffre d'affaires que tu n'es plus en mesure de faire parce que tu ne peux plus aller chercher les appels d'offres de par la nouvelle réglementation. Ton client ne voudra pas contracter avec un fournisseur qui va être un poids, un boulet dans son scope 3 carbone. Mm. Tu vois, c'est tout ça en fait qui est en train d'être compris aujourd'hui. Certaines Et tant règles mieux. du jeu qui sont en train de changer. Euh, Quand on regarde les stratégies durables de ces acteurs, enfin des acteurs technologiques, notamment parmi les plus avancés du monde, on voit qu'ils adoptent souvent une triple approche, avec d'abord avoir une trajectoire de décarbonation ambitieuse, donc pour réduire ce qu'on appelle le footprint de l'opération, et puis optimiser et réduire l'empreinte des infrastructures cloud, tout ce qui est ce qu'on appelle Green IT, et puis surtout Ouais. développer des solutions spécifiques pour avoir un handprint, donc c'est les handprints, les effets négatifs sur la société et l'environnement, les effets néfastes sur les réseaux sociaux, etc., qui soient positifs et tendent cet impact positif chez l'ensemble de leurs clients. Est-ce que tu peux me parler de cette nécessité de congruence à ces trois niveaux et quelles sont les actions clés que vous menez chez Sweep là-dessus? Alors, nous aujourd'hui, enfin, comment dire, on voit que nos clients sont eux-mêmes devenus très multi-cloud en fait. Donc à nous aussi, pour justement des questions de performance, des questions aussi carbone, très clairement. Nous, on voit ce sujet du multi-cloud en fait de plus en plus sur des sujets de prise de conscience carbone. À nous de nous adapter à ça aussi, d'être nous-mêmes du multi-cloud dans le temps, très clairement. Moi, je pense que c'est encore pas assez, comment dire. Je pense que les livres ne sont pas encore assez ouverts pour bien des acteurs de la tech, très clairement. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ça avance quand même dans le bon sens. Il y a une vraie responsabilité. Enfin, les gens qui montrent quand même le bon exemple, c'est Google, très clairement. Google GCP. Enfin, Ok. avec GCP. Google Cloud Platform, pardon. Pourquoi? Donc ouais, après, pourquoi? Parce que historiquement, c'est des gens qui ont construit une grande partie de leurs infrastructures il y a déjà longtemps en prenant en compte le sujet du renouvelable, en prenant en compte le sujet d'être au plus proche des sources de refroidissement naturel pour éviter justement d'utiliser un mix en plus énergétique qui n'est pas forcément top aux États-Unis, par exemple. Donc du coup, en fait, tout ce qu'ils ont construit est devenu très bénéfique aujourd'hui et du coup bénéficie d'une super presse, Ok. très clairement. Qu'est-ce que vous faites, vous, chez Sweep, en fait, dans la manière dont vous bossez pour maximiser l'impact de Sweep, notamment sur les critères de modèle d'affaires, sur votre propre manière de vous organiser, Est-ce que vous avez pris en compte certaines choses pour le tester chez vous avant de l'appliquer ailleurs? Voilà. Écoute, moi je suis un SaaS. Enfin, Sweep, c'est un SaaS, c'est une plateforme, enfin c'est un software plateforme sur un As a modèle service, d'affaires as a service, un abonnement. Euh, Écoute, c'est compliqué de c'est compliqué de tout réinventer, sachant que tu vends
comment dire, il faut que ton business model soit compréhensible par une cible en fait qui doit t'acheter pour pouvoir agir. Donc en fait, il ne s'agit pas de tout réinventer tout le temps. Tu vois, il faut la prise de judo, quoi. Utiliser le monde d'avant pour mieux le renverser plus tard. Mais Ok. voilà. Donc, je peux pas révolutionner mon modèle d'affaires parce qu'il faut que ça corresponde en fait à ce qui a l'habitude d'être Ouais, c'est contracté pas là dans les l'impact entreprises, maximum tout là aujourd'hui. simplement. Non, c'est pas là qu'est l'impact. Et après, nous, écoute, on a commencé en étant complètement remote parce qu'on a commencé pendant le confinement de toute façon et qu'on n'avait pas le choix de base, que j'ai trouvé ça plutôt vertueux de me dire ben ouais, les talents sont partout en fait, donc allons les chercher. Aujourd'hui, j'ai même des personnes en Afrique, tu vois, au Kenya. C'est pas forcément dans le modèle des SaaS européens que d'avoir une force voilà, salariée aussi loin. Mais ça faisait partie aussi du footprint en fait qu'on essayait de limiter. Après là, avec l'augmentation aussi de la masse salariale, il a été question aussi de rapprocher de plus en plus les gens dans les hubs que nous avons. Donc on en a un à Montpellier, un physique, un à Paris, un à Londres, parce que l'être humain a besoin aussi de se voir, de se toucher, de se parler, d'interagir. Et voilà, donc on est plus en mode hybride aujourd'hui. On est plus en mode hybride. On a aussi des personnes aux États-Unis, tu vois. Et puis après, dans notre quotidien, on essaie. C'est que du train dans les déplacements, tu vois. Après, franchement, la tech a une responsabilité à jouer. Il faudra qu'on fasse très attention à l'IA, aussi à la manière dont elle est activée, en fait. Tu vois, quel est le gros travail qui sera à faire, c'est comment est-ce qu'on la fait travailler, cette IA, de la manière la plus low carbone possible. Donc, moi, tout ça, c'est vrai que c'est des sujets qui m'interpellent. Mais après, tu vois, la tech, oui, ça pollue tout. Enfin, ça émet du carbone. Tout émet du carbone. Notre podcast, il émet du carbone très clairement. Tout émet du carbone. Mais la bataille, elle est vraiment chez les gros industriels, chez les acteurs historiques, en fait, qui sont à l'échelle et qui ont, eux, besoin d'aide là, tout de suite, maintenant. J'aurais pu aller chercher tous mes copains de la tech, tu vois. Mais pour moi, la bataille, elle n'est pas là. Ça en fait partie. Mais la grosse bataille urgente, elle est un tout petit peu ailleurs pour le moment. Parce que tu me citais des... Si tu parles du pas Ouais, de bien sûr. temps, c'est pas la bataille, Bah, tu vois. c'est jamais Bien sûr, totalement ça fait pur partie de et la bataille, totalement, mais d'un point de vue urgence, ça l'est pas. jamais totalement pur, totalement parfait. Hein. Non, Ouais. mais tout aimer, tout aimer, tout aimer, Mm. absolument tout. Et c'est horrible, hein, quand tu commences à vivre dans une matrice où le moindre mouvement que tu Mm. fais, il émet. Ouais, c'est compliqué, ouais, ça peut être très anxiogène, très anxiogène. C'est pour ça que moi, je suis d'un naturel assez optimiste, je pense, et quand je vois des clients en fait qui font des choses bien, grâce à Sweep en l'occurrence, c'est super, quoi. Je me dis ça sert au moins à ça. Alors, est-ce que tu peux me donner quelques exemples en fait pour mieux comprendre? C'est-à-dire comment est-ce que tu engages tes clients sur une trajectoire ambitieuse? On a compris qu'il s'agissait de mieux mesurer pour pouvoir mieux après être capable de décisions, en fait, prendre des décisions en connaissance de cause, en tout cas à partir Oui. d'un diagnostic. Est-ce que tu as des exemples de bonne intégration de solutions? Comment ça a permis la transformation de l'entreprise ou comment ça a déclenché quelque chose qui était inattendu, pardon. Quels sont les facteurs clés de succès pour faire ça? Et où est-ce que tu vois les principaux verrous qui empêchent vraiment de bouger plus vite voilà. Et comment tu les fais sauter? De retour d'expérience. Ouais. Alors écoute, ouais, nous on a vu pas mal de clients, par exemple, réussir à avoir une vision granulaire de leurs émissions, surtout sur le sujet du scope 3 qui était hyper compliqué à avoir. Donc qui ont pu en fait comprendre que certaines entités de leur supply chain, par exemple, émettaient beaucoup plus que ce qu'ils n'imaginaient et qui ont été capables, en fait, de renégocier certains contrats d'approvisionnement, qui ont pu un peu plus forcer la discussion avec ces entités éloignées, parce qu'ils ont pu remonter de l'information grâce à Sweep, par exemple. Et ça veut dire que derrière, ils ont organisé avec d'autres, donc un acteur, alors là, je te parle en l'occurrence d'un acteur de la chaîne textile, en comprenant en fait l'impact de tel fournisseur en Turquie, en l'occurrence, ils ont pu en fait organiser une action avec un autre client d'une très grande chaîne de distribution textile, à qui en fait le fournisseur turc continuait de dire à chacun dans des conversations ultra séparées parce que confidentielles aussi, hein, voilà, entre un client et un fournisseur. Le fournisseur turc en fait continuait de dire non mais ça je vais m'en occuper mais plus tard.
Et à un moment donné, quand tu ouvres les livres, quand tu interconnectes et que tu es capable en fait de comprendre où est où tu peux focaliser ton attention pour faire réduire le plus possible et que c'est tel fournisseur qu'il va vraiment falloir convaincre de changer ses process pour le coup. Il y a eu une coalition qui s'est organisée avec d'autres clients de ce même fournisseur où tous ont dit maintenant stop, vous faites, vous fournisseurs, ce que l'on vous demande, sinon du jour au lendemain, il n'y a plus personne pour vous acheter. Donc en fait, ça fait partie des bienfaits de la technologie qui permettent en fait qui ont permis d'organiser ce discours-là. Quand Sweep est chez ses différents clients qui ont le même fournisseur et qui se rendent compte de quelque chose de commun, quand je te parle, tu vois, de huiler l'action collective climat, la data, tu peux pas la faire mentir, celle-ci. Tu peux pas la faire mentir. Donc, il y a plein d'interprétations possibles, on est d'accord. Mais la data carbone, elle est scientifique. Et en fait, tu te rends compte de ce que ça représente dans ton grand bilan carbone d'entreprise. Donc voilà, ce sont des exemples comme ça, ou de pilotage, c'est-à-dire finalement, on se rend compte on pensait qu'on allait plus vite à tel endroit de nos filières, finalement ça va pas assez vite. Nous, on a résolu aussi pour certaines entreprises le problème ouais, mais nous, on a beaucoup de croissance externe, on vend des assets aussi. Donc en fait, comment est-ce que je fais que mon bilan carbone, j'arrive à l'activer, j'arrive à prendre des décisions sur ce bilan-là, sachant que je fais beaucoup d'acquisitions, que je me sépare aussi de certains assets. Donc du coup, j'en suis où de mon pilotage sur des périmètres constants? Tout ça, si tu veux, si tu n'as pas organisé la technologie, le logiciel pour permettre ces analyses-là, comme un contrôleur de gestion a besoin, ce dont un contrôleur de gestion a besoin sur le périmètre financier, si tu n'es pas en capacité de l'organiser sur le non financier, tu peux difficilement prendre des décisions. Quand la technologie permet à un grand producteur de manufacture, enfin un grand acteur de production de verre à l'échelle internationale, de se dire ok, en fait on pensait qu'on avait la solution dans nos bureaux parisiens, dans nos headquarters, dans nos sièges parisiens, et puis en fait en utilisant Sweep, on se rend compte que ça engage les acteurs locaux sur leur système d'information et qu'en étant au plus près du point d'émission, on a la plus grande opportunité de la réduire parce que l'acteur local sait ce qu'il doit être, en tout cas a beaucoup plus d'idées sur ce qui peut être fait pour baisser les émissions carbone versus la personne qui est au siège français, européen. Voilà, tu vois, tout ça, c'est comment est-ce que la technologie... Ouais, et là, j'imagine. nous, on a plein d'exemples. Moi, je te dis, je suis ravie. Ouais, parce que du coup, tu dis, bon, ok, il y a vraiment quelque chose qui est possible déjà, donc à l'échelle. Après, à nous d'être smart, à nous de masquer encore plus cette complexité-là. Et le bottleneck aujourd'hui, enfin, en tout cas, ce qui devrait aller encore plus vite, c'est, moi, mon job à moi aujourd'hui, c'est de faire du plug and play, quoi. C'est de réussir à dire aux entreprises, plug and play, tout de suite, tu comprends le vertige de toutes tes données extra-financières maintenant. Donc, du coup, tu peux organiser ta réduction maintenant. Et en fait, le truc, c'est de se dire, bon, ok, en fait, quid des systèmes d'information? Comment est-ce que, tu vois, Sweep facilite tout ça? Sweep facilite la collecte, l'automatisation de la collecte. Mais j'aimerais te dire que c'est encore plus magique et qu'on peut le faire en un jour. J'aimerais te dire ça. Et j'y bosse, en tout cas. Parce qu'en allant vite sur toute cette partie-là, de compréhension, tout de suite, tu peux aller encore plus vite sur l'action et la réduction. Dernière question, est-ce que tu as devant toi un bouton reboot qui remet à jour quelque chose, le fait redémarrer après l'avoir éteint? Qu'est-ce qui fait ce bouton en priorité? Sur quoi il faut appuyer pour faire bouger les entreprises ou autre chose d'ailleurs, mais plus rapidement dans le bon sens? Qu'est-ce qui fait ce bouton? Moi, je crois qu'on a un gros problème là sur la mauvaise presse qu'il y a eu récemment sur les sujets de séquestration de carbone, tu vois, les Vera & Co. Il y a eu beaucoup d'institutions, enfin d'organisations qui ont été incriminées sur le fait que les projets d'absorption carbone, etc., de séquestration carbone n'étaient pas forcément qualitatifs. Et en gros, il y a eu un arrêt, il y a eu par mauvaise compréhension, par
par mauvaise communication aussi de ces organisations-là. Et c'est pas bien en fait, parce qu'en fait il faut qu'on comprenne tous, les individus et les sociétés, qu'on doit tout faire maintenant en parallèle. On doit réduire, mais on doit aussi absolument aider les projets qui aujourd'hui absorbent du carbone et sont bons pour la planète, avec en plus, comme je te disais tout à l'heure, des bénéfices, des co-bénéfices pour les communautés. Moi je vois là, j'en connais plein, hein, tu vois, des entrepreneurs qui sont sur les sujets de contribution, de compensation, etc., d'offset. C'est la cata. C'est la cata parce que les entreprises se disent aujourd'hui, non, mais attends, on va d'abord réduire avant d'arriver à la contribution / compensation. Et ça, c'est une vraie grosse erreur. Et je pense qu'il y a si j'avais un reboot à faire, ce serait un reboot de communication, en fait, de tout ça. Un reboot de communication et puis surtout de remise en place, en fait, dans le cerveau de chacun, de l'urgence de tout faire en même temps. Ok. Ça, c'est hyper important. Il n'y a pas une chronologie, en fait. Et au début, tu sais quoi, il y a 3 ans, je te parlais de chronologie en disant, attendez les gars, il faut d'abord diminuer pour ensuite compenser. Et en fait, c'est pas bon de penser comme ça. Et si j'avais un reboot, ce serait celui-ci. Merci pour ton temps. À bientôt. Avec plaisir. Merci Julien. À bientôt.